à tous. Vous m'entendez bien? Eh ben, bienvenue à notre conférence sur le financement d'un train agile expliqué par les vacances. Je me présente, je m'appelle Camille Martinez, je suis consultante en conduite du changement depuis 7 ans maintenant, depuis 1 an et demi chez Enza Conseil, et je travaille principalement maintenant sur les transformations agiles en entreprise, donc agilité à l'échelle, notamment dans le secteur de l'électricité. C'est ma première participation à l'Agile en Seine, puisque je suis lyonnaise et en général, je suis plus à l'Agile Lyon. Merci. Alors, vous allez nous voir régulièrement se passer le micro parce qu'il y a un micro pour deux et on veut que tout le monde puisse entendre. Donc moi, Antoine Hydro, moi je suis directeur conseil assurance et agilité chez Enza Conseil depuis quasiment 3 ans maintenant. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais des transformations agiles et les 5 dernières années, des transformations avec des passages à l'échelle. J'espère que l'agilité n'est pas mort, comme disait Anéo. On va, enfin votre présence le prouve. Moi j'ai vu pas mal de conférences sur les flux de valeur. Vous allez voir, nous on est sur le stade un peu avant dans notre présentation, justement avant que les entreprises basculent sur le mode produit complet. Vous allez voir tout ça le long de notre présentation. Ah, pardon, j'ai failli oublier. Un grand merci à nos partenaires qui permettent de réaliser cet événement. C'est le deuxième jour, vous devez connaître un peu ce slide. Notez quand même qu'on est quand même en bonne place, Enza. Parmi les petits, un logo bien visible. Et du coup, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Et parce qu'on avait très envie de vous parler de vacances. Parce que l'été est loin, que la Toussaint se rapproche, mais que ça nous manque un peu. Donc on a choisi ce thème pour vous parler d'un sujet un peu rébarbatif comme celui du budget. Aussi parce qu'on s'est rendu compte que la gestion budgétaire était complexe pour un train, qui impliquait souvent une saisie aussi difficile, notamment pour les rôles transverses, et aussi parce qu'on est convaincu qu'on peut appliquer l'agilité partout. Un peu de contexte, juste pour se resituer. Nous, là, on va se placer dans une organisation où on travaille en agilité. Concrètement, tout se passe bien, on crée de la valeur ensemble, on collabore mieux, on a une belle dynamique d'équipe. Mais on a un point qui va rester en suspens. Comment est-ce qu'on peut maîtriser le financement de notre train? On va zoomer aujourd'hui ensemble sur ce dispositif un peu obscur, en construisant une approche claire, transparente et surtout alignée avec la valeur produite. De nouveau, on redonne un peu plus de contexte. On est dans une organisation d'agilité à l'échelle safe chez la plupart de nos clients, peut-être chez vous aussi. Donc il y a une cellule RTE, une cellule de product manager. On a également des fonctions transverses avec des architectes, une équipe MCO, une system team. On a nos équipes de delivery, nos équipes Scrum qui sont proposées classiquement PO, Scrum et les équipiers. Et on a quand même aussi d'autres rôles transverses comme le PMO. On a aussi des PMO. Et on a autour de toute cette organisation les managers qui ont quand même aussi leur rôle à jouer et qu'il va aussi falloir financer. Donc, on est bien sur la carto de tous nos collaborateurs qui contribuent au train et pour lesquels il va falloir trouver des budgets. Donc on est dans un fonctionnement hybride dans le sens où tout cet écosystème n'est pas encore totalement en mode produit. C'est-à-dire qu'ils sont centrés clients, ils délivrent de la valeur de bout en bout de la chaîne, donc sur le build et le run. C'est des équipes multidisciplinaires et ils sont en delivery continu et automatisé. Cependant, il n'y a pas de budget en propre dédié en capacitaire pour le train. Donc, on est dans une sollicitation hybride où finalement, ils ont besoin des projets pour se financer et donc avoir de la visibilité et pouvoir couvrir l'ensemble des personnes, mais en même temps presque en mode produit. Donc, on est vraiment dans une situation que vous devez connaître parce que c'est vraiment une étape souvent qui arrive chez nos clients avant de passer en mode full produit ou capacitaire. Donc, on va voir comment allier une approche projet et presque un mode produit. Et du coup, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Organisons nos vacances ensemble.
Donc, pour organiser nos vacances, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir définir nos objectifs. Où est-ce qu'on veut aller? Comment? Qu'est-ce qu'on veut faire là-bas? Définir aussi les travaux et le budget de chacun. On n'aura pas forcément tous le même budget. Il y en a qui en auront un peu plus que d'autres, donc il faudra s'adapter. Et surtout, ce budget, il va falloir s'y tenir et le suivre. Et du coup, ça rappelle pas quelque chose, ça? Eh ben si, on va pouvoir faire le parallèle avec ce que doit faire notre train. Toutes les activités qu'il va devoir couvrir va correspondre un peu aux attentes de Camille pour ses vacances. Donc on peut parler effectivement des projets. On a aussi la partie, tout ce qui est s'occuper des environnements, s'occuper de la dette technique, qui sont aussi à prendre en charge. Donc on a vraiment le périmètre complet dont il va falloir s'occuper. Après, au niveau des travaux et le budget, donc plutôt les activités que veut faire Camille et le budget qu'elle souhaite bien y mettre, ça correspond bien aux demandes qui nous sont faites par les projets, donc des sources de sollicitations multiples qu'il va falloir prendre en compte. Et tout comme Camille qui a un budget restreint pour ses vacances, il va falloir aussi que notre train puisse suivre et avoir un suivi rigoureux des budgets. On connaît tous les projets, on veut savoir ce qu'on paye, combien, quand et comment. Et du coup, rentrons dans l'analogie. La première question à se poser, c'est que souhaitons-nous faire? Moi, je sais que j'aimerais beaucoup pour la destination aller à La Réunion. Pour y aller, dans ce cas-là, pour les transports, ce serait l'avion. Mais après, on peut voir aussi si on peut pas louer une voiture sur place pour aller à différents endroits. Il faut qu'on pense aussi au logement. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un hôtel? Est-ce qu'on veut un Airbnb, une maison à louer ensemble? Est-ce qu'on veut plusieurs logements pour aller à plusieurs endroits? Et puis après, quelles activités on peut faire? Moi, je sais que je suis une grande fan de parapente, donc j'aimerais beaucoup faire ça à La Réunion. Donc avec notre train, on va pas faire de parapente, hein, bien entendu. N'en doutez pas une seule seconde, on va bien tuer des productions sur le produit. Donc Camille a exprimé ses besoins. On est bien sur l'ensemble des activités qu'elle souhaite faire à la couverture. Donc, de la même manière au niveau d'un train, il faut qu'on récolte en amont l'ensemble des besoins qui pourraient venir alimenter ce train. Donc on a une première étape assez complète qui est souvent liée aux feuilles de route, des directions, des départements, des services qui peuvent solliciter pour essayer de récolter l'ensemble des choses qui vont pouvoir rentrer dans le périmètre et également les budgets associés. Donc on est sur une temporalité quand même un peu en amont, on est souvent à N-1 pour commencer à voir ce qui va arriver dans le pipe du train. Ensuite, maintenant qu'on a déterminé un peu ce qu'on veut faire, on va voir que pouvons-nous faire. Donc moi, j'ai pas non plus un budget illimité, et je sais que l'avion prend une bonne partie du budget et que va peut-être falloir économiser sur d'autres sources de dépenses, comme par exemple le logement. Peut-être qu'on pourrait prendre une maison tous ensemble pour que ça revienne moins cher. Et puis je reviens sur le parapente. Moi, c'est ma priorité numéro 1. J'irai en faire même si personne ne m'accompagne. Je serais très contente si on m'accompagne, mais je le ferai. Et puis après, j'aimerais bien goûter aussi la nourriture locale, ce genre de choses. Eh ben, tu as bien raison d'exprimer l'ensemble des besoins de ce que tu veux faire. On en a besoin pour tout prévoir. Alors par contre, je te préviens, moi, parapente, zéro, beaucoup plus terre à terre. Ça sera randonnée pour moi. Donc, par contre, il va bien falloir qu'on prenne en compte l'ensemble des activités que tu veux faire. De la même manière, au niveau d'un train, il va bien falloir qu'on tienne compte de l'ensemble des travaux à mener. On a toute une partie que vous devez connaître, qui vont être la dette technique de nouveau, des travaux de socle qui doivent être pris en charge, des travaux d'architecture qui vont être un peu indépendants des projets qui vont nous solliciter. Mais il y a bien un moment où il va falloir qu'on arrive à aligner notre capacité à faire avec l'ensemble des travaux qui sont demandés en réalisation sur l'incrément. On a toujours une certaine marge de manœuvre. On peut changer d'avis sur l'activité. Moi, je suis pas sûr. Et celle-là, cette dernière est quand même limitée. On est sur plus 10, moins 10% dans un funnel de ce type-là en termes d'alignement de la capacité à faire et de ce qui vous est demandé. Ensuite, maintenant qu'on a nos priorités, on va voir comment on peut les mettre en œuvre, donc comment on peut les planifier.
On sait que pour nos vacances, si on va à La Réunion, on va avoir une bonne journée de transport au début et à la fin du voyage. On sait que nos activités de parapente vont dépendre un peu de la météo. Il va falloir un peu de vent. Donc maintenant, voyons pour mettre tout ça en place, planifions-le et cherchons nos activités et un logement ensemble qui convient à tous. Je vous parlais juste avant en termes de temporalité, de N-1, de direction qui décident un peu à moyen terme ce qu'ils veulent faire. Là, on se rapproche quand même beaucoup plus du concret. Vous savez tout ce qu'est un PI planning, je ne peux pas l'insulte de vous redire ce que c'est. En amont du PI planning, on essaye quand même de donner une première vision macro aux différents projets qui nous sollicitent afin de leur dire si on peut les prendre dans l'incrément ou non, à quelle partie, quelle marge, est-ce qu'on est sur le MVP, est-ce qu'on est sur plus pour l'incrément. Et tout ça, ça leur donne des premières indications. On essaye aussi d'avoir une première macro-estimation. On verra derrière comment on fait, on expliquera plus en détail. Et on ajuste effectivement tout ça, on planifie dans le temps, donc qui, quoi, quand, pendant le PI planning. Et post-PI planning, on est déjà sur une première vision, on arrive à donner une vision assez fiable, vu qu'on a planifié l'ensemble des travaux qu'on allait réaliser sur la période, à tous les projets qui nous sollicitent. Alors, de combien, vous allez voir après comment. Donc maintenant qu'on a notre prévisionnel, on part en vacances. Donc maintenant on est en vacances et il peut nous arriver des aléas. Donc on peut avoir par exemple des opportunités. On peut très bien être dans un hôtel qui nous offre une activité sympathique, qui nous fait des recommandations de restaurants qu'on va inclure dans notre périmètre. On peut aussi se retrouver, moi qui veux faire du parapente, c'est dépendant du vent, donc mon activité elle a été reportée. Et puis on peut aussi avoir des choses qui se passent pas très bien, comme par exemple Antoine qui voulait absolument faire de la randonnée et qui a été malade le jour de cette activité, qui du coup n'a pas pu y participer et donc n'y ayant pas participé, ça se répercute sur son budget. Donc effectivement, des aléas, on sait qu'il y en a sur les projets, on les connaît tous. Le périmètre peut évoluer, donc on peut nous commander plus de travaux. Finalement, on peut, au fur et à mesure de l'avancée de l'incrément, avoir une décision de ne pas faire certaines choses parce qu'elles apportent moins de valeur. On peut les laisser de côté. Donc nous aussi, comme Camille suit son budget pendant ses vacances, pendant l'incrément, on suit le budget des projets qui nous sollicitent. À chaque fin de sprint, on va refaire une estimation. Et s'il y a vraiment des mouvements importants, on va recommuniquer auprès des responsables du budget. J'insiste sur des mouvements importants parce qu'on sait que les backlogs vivent beaucoup, qu'une macro-estimation peut évoluer. Ça se compense un peu au niveau du backlog. C'est vraiment quand il y a des évolutions de périmètre qu'on commence à avoir de grands changements. Quand il y a des petites variations de jours ou de euros, on ne recommunique pas forcément. On définit une barre à partir de laquelle on communique afin d'informer. Et maintenant que nos vacances, notre instrument est fini, qu'est-ce qu'on fait tout naturellement? On va faire les comptes entre amis. Donc nous, on a décidé de se faire un tricount pour se répartir les dépenses et se rembourser les uns les autres, assez simplement. Alors, je vais faire des déçus, mais on n'utilise pas de tricount au niveau des trains safe pour suivre les budgets. Ça serait beaucoup plus simple, je vous l'accorde, chacun se débrouillerait en toute autonomie. Non. Nous, on va aussi refaire les comptes quand même à la fin, dans le sens où à la fin de l'incrément, l'ensemble des travaux réalisés sont arrêtés. De nouveau, je parle de réaliser. Est-ce qu'ils sont mis en service? Est-ce qu'ils sont mis en production? À ce stade-là, pour un suivi budgétaire, nous, on sait qu'on a travaillé dessus. Est-ce que le go a été donné? Pas donné? Ça peut rentrer dans l'équation. Là, nous, on n'a pas le débat sur la majorité de nos clients parce qu'on part du postulat qu'à partir du moment où les travaux sont réalisés, on les facture. Ça peut être mis à débat. Et effectivement, quand il y a quand même des changements ou pas, on refait cette communication à la fin d'incrément et là, les responsables des projets savent que c'est le coût définitif et arrêté de leur budget. Et du coup, grâce à ça, on a vu ensemble que financer et gérer le financement de ce train agile, c'est aussi simple que de partir en vacances. On a bien appliqué l'agilité en passant par toutes les étapes qui sont issues du financement d'un train agile.
et de manière assez logique. On va peut-être vous réillustrer ça par un autre exemple. C'est ça. Donc là, c'était le côté un peu plus sympathique de notre présentation, avec le lien avec les vacances. On va rentrer un peu plus dans le concret pour vous expliquer comment on effectue nos calculs de financement par projet. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et du coup, au début, si on reparle du train agile, on va avoir donc en entrée notre feuille de route, notre roadmap projet qui va être notre ligne directrice à suivre tout au long de notre incrément et sur le plus long terme d'ailleurs. Effectivement, et donc on vous a dit aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Donc à un moment, il va falloir déterminer quand même la capacité du train à faire, du train sur l'incrément. Donc, c'est-à-dire comment nous allons mettre en œuvre cette feuille de route. Donc, en prenant un exemple concret, si on a un train de 100 ressources, donc qui travaille sur un incrément de 3 mois, donc on va prendre comme base 60 jours par personne. Donc ça nous fait un total de 6000 jours à financer sur cet incrément. Sur ces 6000 jours, j'ai ce qu'on appelle un budget central alloué du coup à des dispositifs spécifiques qui est en entrée, donc pour des choses qui sont déterminées en général de manière annuelle. Ici, j'ai 1500 jours qui sont déjà financés sur mes 6000 jours. Donc, je vais me retrouver avec 4500 jours derrière. Donc, 4500 jours de vacances. Alors, c'était bien tenté. On a fait le calcul hier, 4500 jours de vacances. Tu n'as pas travaillé beaucoup pendant ta carrière. Non. En fait, on a effectivement notre train qui a un besoin de financement de 6000 jours au global sur les 3 mois. Ce qu'on a appelé budget central, c'est les budgets récurrents que vous arrivez à récupérer de temps en temps pour financer une partie de la system team, pour financer une partie de vos architectes, une partie de vos PO, une partie des managers qui aussi du budget. C'est tout ça qu'on met finalement dans un pot commun. On vient déduire des 6000 jours à financer. Dans l'exemple, on était sur 6000 jours, moins les 1500, on a 4500 jours à faire financer par les projets. Donc, j'ai compris, c'est pas 4500 jours pour mes vacances, c'est 4500 jours pour le backlog de mes projets. Donc, si on reparle un peu de chiffres, donc le backlog complet de ma version, on va dire qu'il fait 1000 points d'effort. Si moi, mon projet de Camille qui part à La Réunion, il représente 20 tickets, donc US, tâches, etc., pour un volume de 100 points d'effort, pour simplifier, je vais représenter du coup 10% de la charge de l'incrément, donc 10% des 4500 jours, donc 450 jours à financer pour moi. Exactement, 450 jours. Mais on sait bien qu'il peut y avoir des aléas. Tu peux avoir besoin de plus de périmètre ou pas. Tu as demandé plus de choses, finalement tu as un besoin complémentaire qui vient de s'ajouter. Donc ton poids dans le backlog global en termes de tickets va changer. Oui, je pourrais très bien me retrouver dans une situation favorable où, même si mon prévisionnel c'était 10% de la charge de l'incrément, je me retrouve avec un peu plus de budget, plus de priorité et du coup plus de poids de mon projet dans l'incrément. Et donc, par exemple, ici, je peux me retrouver avec un financement de 20% de cet incrément, mais donc passer à 900 jours. Donc ça, c'était effectivement la part facile. Il est aussi possible qu'à un moment, le coût du projet reste à peu près similaire, le poids du projet dans les tickets reste similaire à 10%. Par contre, pour une raison diverse ou variée, on a une évolution du coût à faire financer par les projets. Ça veut dire potentiellement, on a eu moins de ressources sur le train parce qu'il y a eu des arrêts maladie, on était sur une période de congé, donc finalement les gens sont moins présents, c'est pas moins de choses, on a juste des gens qui sont moins présents, qui gardent la même force productive. Ou sinon, on a ce budget central qui évolue. Le budget central, c'est bien des enveloppes annuelles qu'on répartit par incrément. Potentiellement, on est sur le mois de septembre-octobre, il reste un budget complémentaire, on le réintroduit dans l'enveloppe du budget central, ce
qui fait baisser le coût pour les projets. Et du coup, si justement mon budget central prend plus de part de mon incrément, je vais me retrouver avec une part des projets moins importante à financer. Et ça peut se traduire du coup par une part de mon côté projet moins importante à financer. Donc si j'ai un budget central plus important, je peux me retrouver donc par exemple avec plus que 4000 jours associés au projet au lieu des 4500 à la base. Ma charge sera toujours de 10% comme la charge prévisionnelle initiale et du coup plus que 400 jours à financer. Pour montrer et pour illustrer un petit peu ce qu'on a côté budget central qui augmente. J'aurais pu enchaîner. Oui, C'était juste pour reformaliser ce qu'on disait. Au départ, on avait donc un budget central qui représentait 10% de total de nos financements. Il passe à 15. On voit bien entendu que, compte tenu du pourcentage des projets, pourcentage sur une enveloppe petite, on va payer moins cher pour avoir la même chose. C'est valable dans l'autre sens. On vous a pris le 15 sympa où le budget central augmenté, il peut aussi diminuer. Donc, les bénéfices du modèle. Finalement, le coût du projet complètement associé aux travaux qui sont réalisés. C'est le reflet des travaux réalisés en fonction du poids du projet dans le backlog. Le backlog augmente, le projet paye plus. Le backlog diminue, le projet paye moins. C'est complètement indexé aux travaux réalisés. Le fait également qu'on a tout dans Jira, alors nous on utilise beaucoup Jira chez nos clients, ça permet d'avoir la piste d'audit. Régulièrement, des projets nous demandent « Ah bah tiens, pourquoi finalement moi je suis passé de 450 à 500 000 euros ?» On ressort la liste des US, on a, voilà, les dernières créées, c'est celle-là était là initialement. Voilà les nouvelles, voilà pourquoi ton budget a augmenté. On a eu la validation du PO de ton projet. Souvent, vous savez, il y a des difficultés de communication entre les personnes qui décident, le fonctionnel et ceux qui pilotent le projet, donc on a des écarts de compréhension. Donc avec ça, on arrive à tout avoir directement et à justifier l'ensemble des mouvements du projet. Un autre désavantage, c'est qu'on a une estimation itérative des coûts du projet, donc sprint par sprint si nécessaire. Donc on peut partager et aligner la vision budgétaire à chaque fin de sprint et l'ajuster au fur et à mesure justement pour pas se retrouver dans des situations compliquées ou devant le fait accompli. On a également en bénéfice une saisie des temps simplifiée pour les rôles transverses qui n'auront plus qu'une seule ligne à saisir dans leur outil de saisie des temps. Et cette ligne sera ensuite ventilée sur les différents projets sur lesquels le train travaille. C'est un point important que souligne Camille, pour lequel il faut passer quand même par une très forte acculturation au niveau des gens qui suivent les projets. C'est finalement aussi un des objectifs, outre avoir un coût qui reflète exactement ce qui est réalisé, c'est que les acteurs transverses dont on parle, les RTE, les systèmes team, à un moment, s'ils sont sollicités par du budget transverse et des projets, comment est-ce qu'ils imputent sur les 15 projets qui viennent les solliciter? Ça va devenir une usine à gaz et on sait très bien que finalement, les gens vont simplifier leur saisie à l'extrême. Nous, ce qu'on fait, c'est que finalement, les imputations sont justes au global pour chacun des projets, sont très précises, mais à la maille individu à date, elles sont potentiellement fausses. Ça veut dire que, autant que faire se peut, ce sont bien les gens qui interviennent sur les projets qui imputent sur les bonnes lignes. Cependant, plutôt qu'être sur toutes les lignes, ça va changer. Vous pouvez voir un RTE imputé un cinquième de son temps sur un projet, alors qu'il va peut-être en passer moins. C'est pas grave. Le projet sait maintenant que les 200 jours qu'on lui facture sont bien le reflet des travaux qu'on réalise, mais il voit un RTE et un dev seulement imputés dessus, ça ne le choque plus. Donc il y a vraiment une acculturation à faire de ce côté-là pour expliquer. Le premier réflexe des chefs de projet, c'est aller voir qui aussi nominativement impute sur ces lignes. Il y a un petit passage à faire qui est pas simple, mais comme on est quand même au plus près de la réalité, on arrive à faire passer le message et ça rentre dans les mœurs. C'est ça aussi, donc on passe des consignes d'imputation, parce que bien entendu, les gens qui travaillent dans les équipes, on est sur des teams sollicités par plusieurs projets. Le développeur qui va développer des US pour différentes personnes, il va peut-être pas forcément à chaque fois imputer là où il faut. On passe par des consignes où on répartit dès le début en fonction du poids des projets, on le refait à chaque fin de sprint si nécessaire, les charges sur les différents acteurs en disant toi t'imputeras là, toi t'imputeras là. On a spécifiquement un client qui est allé un peu plus loin,
qui maintenant, plutôt qu'avoir des lignes d'imputation individuelles et nominatives, a mis en place une ligne train. Donc maintenant, les gens ne se posent plus de questions de « Ah, mais je ne connais pas cette personne. Ok, j'ai commandé des travaux à tel train. Je vois une imputation du train sur mon code. » Et du coup, en conclusion, eh ben, on est parti en vacances ensemble. On s'est pas pris la tête pour tout ce qui est gestion du budget. Ça a été plus facile que ce qu'on pensait. Et on a surtout été transparents les uns avec les autres du début à la fin. Donc on a bien eu un coût lié à la valeur produite qu'on a pu réestimer de manière itérative et qui a bien simplifié la saisie des charges. Alors, quelques petites précautions néanmoins. On applique bien les valeurs agiles, hein, comme le disait, on est itératif, on est au plus près de la valeur produite. Après, ça a quand même un petit coût en début d'incrément et à chaque fin de sprint pour réestimer et estimer le coût de chacun des projets. Alors, c'est pas du tout un ETP ni un demi-ETP, hein, je vous rassure, c'est moins que ça, mais il y a bien quelqu'un qui doit le prendre en charge. Un autre point, on associe le suivi budgétaire à ce qui est renseigné dans Jira. Ça veut dire que toutes les tâches tickets doivent être saisies le plus précisément possible. Il faut y associer le code projet et il faut s'assurer que les estimations qui sont faites par les équipes sont les bonnes et renseignées. Il y a des contrôles de surface qu'on met en place sur les absences d'estimation ou de code projet régulièrement pour rappeler au Scrum Master que c'est important dans notre démarche. C'est pas si compliqué que ça. C'est une mécanique à mettre en place. On l'a fait chez deux de nos clients, deux gros clients qui ont des trains maintenant depuis longtemps. C'est un passage intéressant pour tout le monde avant de passer, comme je le disais, sur un mode produit. Permet quand même de construire une enveloppe pour le train, donc on s'en rapproche un petit peu, avant d'aller convaincre la hiérarchie de la nécessité de fonctionner en capacité totale sur notre train. Merci. On arrive à la fin. Merci beaucoup de votre écoute.